Bientôt le clap de fin pour 2023. Que diriez-vous d'un petit podcast pour bien finir l'année ou pour bien commencer la nouvelle? Je suis Bernard Domergue de la rédaction sociale de Lefebvre Dalloz. Je vous propose un petit coup d'œil dans le rétroviseur avec cet épisode spécial du Micro Social, le podcast de Lefebvre Dalloz sur le travail et le droit du travail. J'ai demandé à 3 spécialistes du monde du travail et de l'entreprise de nous donner leur vision et leurs analyses de l'année 2023. Christian Pellet, du cabinet Sextant spécialisé auprès des CSE, Carré Lyon, spécialiste des syndicats, sociologue à l'IDES de Nanterre. L'IDES est le groupe de recherche sur les institutions et les dynamiques historiques de l'économie et de la société. Et Ève Saint-Germe du GREDEC. Le GREDEC est le groupe de recherche en droit, économie et gestion de l'Université de la Côte d'Azur. Elle est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Je les ai interrogés sur 3 thèmes. 1. Le pouvoir d'achat et le contenu des accords salariaux. 2. Le conflit des retraites et la remise en selle des organisations syndicales et les conséquences dans les entreprises. 3. L'intelligence artificielle et ses effets sur les métiers, le travail et l'emploi. C'est parti! 2023 a été marqué par les questions de pouvoir d'achat, avec une inflation persistante et des revendications salariales dans les entreprises, avec les négociations annuelles obligatoires. Christian Pellet, vous présidez Sextant, un cabinet d'expertise et de conseil auprès des CSE notamment. Vous avez mené avec le cabinet SIA Partners une étude portant sur de très nombreux accords sur les salaires. Qu'est-ce qu'elle montre, cette étude? Déjà, ce qu'elle montre, c'est que c'est pas une négociation aussi fréquente, puisqu'on a été surpris par le faible nombre d'accords finalement par rapport à l'obligation qu'il y a de négocier dans les entreprises, et en particulier le fait que les PME sont peu concernées. Notre panel qui est représentatif montre que il y a des accords dans 5% des PME seulement. Et c'est d'autant plus faible que le niveau d'implantation syndicale dans les PME, il est bien plus important que ça. Effectivement, dans les entreprises de moins de 50, le taux d'implantation il est très faible, mais dès qu'on dépasse les 50, qu'on va vers les 100 salariés, 200 salariés, les taux d'implantation des organisations syndicales sont plus importants. Donc le faible taux d'accord, il résulte pas du fait que les organisations syndicales ne sont pas là. Ce que ça révèle, c'est que il y a soit un manque de culture sur le fait de s'asseoir autour d'une table, de discuter pour trouver un accord, soit qu'il y a des difficultés d'arriver à un résultat. Enfin, ce qui est clair, c'est que dans les PME et même dans une certaine mesure les entreprises de taille intermédiaire, la question du pouvoir d'achat passe assez marginalement par une négociation quand même. Ça paraît surprenant. En même temps, moi, je relis ça au bilan de la négociation collective de 2022, parce qu'on a à la fois une progression de 15% du nombre d'accords d'entreprise, et en même temps, quand on a toujours le même nombre d'entreprises qui négocient, 25 000. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas un dynamisme véritable, une extension du domaine de la négo collective en France, non? Tout à fait, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu les mêmes secteurs qu'on retrouve à la pointe. Les secteurs industriels qui négocient beaucoup, qui signent beaucoup d'accords. Ce qui représente en nombre d'accords est bien plus important que le nombre d'entreprises par rapport au reste de l'économie. Ça montre en tout cas une chose, c'est que dans ces secteurs industriels qui sont plus anciens que les autres, il y a peut-être plus de conviction ou d'appétence pour la négociation, d'expérience, et que en tout cas c'est possible de trouver des compromis, en particulier sur le thème des rémunérations, puisque dans l'industrie c'est quand même assez fréquent, qu'il y a sans doute beaucoup d'efforts à faire pour que d'autres secteurs s'y mettent, quoi. Dans votre étude, je crois que ce qui est un peu étonnant, c'est que la prime de partage de la valeur ne fait pas tellement recette dans les accords salariaux. Comment l'expliquer? Oui, alors ça représente effectivement une dizaine de pourcents, environ, voire un petit peu moins. Ça ne veut pas dire que le taux de présence est du même niveau dans les entreprises, parce que cette prime de partage de la valeur, elle peut aussi être mise en place par un accord indépendant, qui n'est pas un accord qui porte sur les rémunérations, ou de façon unilatérale, par l'employeur, après consultation du CSE. Et sur le fond, qu'est-ce qu'on constate dans ces accords salariaux? Sur 2000 accords, c'est quand même assez compliqué, même si on a utilisé des outils d'intelligence artificielle, mais on a regardé si quel type de dispositif en fait utilisaient les accords. Parce que les accords portant sur la rémunération, c'est pas seulement l'augmentation générale ou l'augmentation individuelle, c'est aussi la mobilisation potentielle de beaucoup d'autres instruments qui permettent de distribuer du pouvoir d'achat. Alors des instruments
qui peuvent être ponctuelles, hein. Ça peut être des primes, ça peut être une PPV par exemple, ça peut être un supplément d'intéressement ou de participation. On a pu constater que c'était quand même assez utilisé, mais ça peut être aussi des choses qui sont plus exotiques, auxquelles on ne pense pas nécessairement, comme le forfait mobilité durable, l'augmentation de la participation de l'employeur aux frais de transport. Quand il y a une volonté d'arriver à un accord, quand il y a une volonté de répartir un peu la valeur qui est créée sous forme de redistribution en pouvoir d'achat, il y a plein de façons de faire. Il y a des façons qui sont ponctuelles, d'autres qui sont récurrentes, certaines sont chargées pour l'employeur, donc assez coûteuses, d'autres au contraire sont dénuées de charges. Je vais prendre un exemple, alors ça on n'a pas pu tirer des statistiques, mais je pense que a priori c'est quand même très peu fréquent, mais par exemple vous augmentez en tant qu'employeur le budget des activités sociales et culturelles de votre CSE, c'est quand même assez merveilleux parce qu'il n'y a pas de charge, c'est pas imposable. Donc ce que vous dépensez, ça va directement dans la poche des salariés. Bon, c'est pas un outil qui est très utilisé. Vous allez faire râler les élus de CSE qui se battent pour qu'on n'assimile pas les ASC à une rémunération supplémentaire de la part de l'employeur. C'est sans doute. N'empêche que c'est aussi une forme de répartition, de donner du pouvoir d'achat supplémentaire. J'ai rarement vu un CSE, en tout cas, refuser une augmentation de son budget, quand même. Il y a plein d'autres façons de faire, typiquement répartir différemment les cotisations, adhérer à un régime de retraite complémentaire qui est obligatoire entre le salarié et l'employeur. C'est aussi une façon d'augmenter le net pour le salarié. Ce qu'on pense, c'est que quand on est agile et créatif, on peut trouver plus facilement des accords. C'est un petit peu aussi à ça qu'on pousse les employeurs et les délégués syndicaux. C'est à ouvrir en fait la boîte à outils et à regarder comment tous ces outils peuvent être utilisés, parce que à partir du moment où il y a une volonté commune quand même d'essayer de trouver un compromis, il y a beaucoup de façons différentes d'y arriver, y compris les questions un peu légitimes que peuvent poser les employeurs sur oui mais je ne sais pas de quoi demain l'avenir est fait. Eh bien ça peut se traiter par la négociation, mettre en place une clause de revoyure. Il y a plein de façons en fait de résoudre ces problèmes et de trouver un accord qui permette de mesurer les engagements et d'arranger tout le monde. Ça, c'est une tendance que vous voyez se renforcer en 2024 ? Je ne sais pas si ça va se renforcer parce que ça suppose effectivement d'être agile et créatif, parce que c'est pas toujours la qualité de la mieux partagée autour de ces négociations. Dans laquelle quand même il faut dire que les employeurs peuvent rentrer avec une idée assez arrêtée de ce qu'ils vont faire et de ce qu'ils vont pas faire. Oui, surtout qu'on est dans une phase de ralentissement de l'inflation. L'inflation, oui, elle diminue, mais elle reste présente. Puis surtout, elle va rester présente en 2024. Puis il peut se passer aussi des chocs géopolitiques qui font que ça reparte. Puis il y a tout 2023 où cette inflation, elle a quand même été très élevée. Là, heureusement, elle commence à diminuer. On est quand même à des niveaux très élevés sur 2023. Il ne faut pas seulement s'arrêter au chiffre d'inflation glissant de décembre 2023 par rapport à décembre 2022. Au total, on va être à 5-6% sur l'année quand même. Est-ce que vous voyez, peut-être pour terminer, avec la loi partage de la valeur, il y a une négociation obligatoire pour les entreprises qui dégagent un certain niveau de résultat. Donc une négociation qui doit porter elle-même sur la définition de ce qu'est un résultat exceptionnel et éventuellement après de son partage avec les salariés. Vous pensez que ça va se développer dans les entreprises en 2024 ? Là, pour le coup, il y a effectivement une obligation de négocier autour de ce thème. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative qui est d'abord le fruit d'un accord entre partenaires sociaux au niveau interprofessionnel. Je pense que oui, ça va se développer parce que c'est une obligation et ensuite parce que ça a une certaine légitimité. Après, ça va pas forcément être une négociation très simple parce que la loi ne dit pas qu'est-ce que c'est qu'un niveau de résultat exceptionnel. La loi a dit ça peut être soit une prime de partage de la valeur, ça peut être un supplément d'intéressement ou de participation. Je pense que ça va pousser à la généralisation de ce type de dispositif qui existe déjà. C'est, je pense, une bonne chose et ça va effectivement accroître la fréquence de l'utilisation de ce type de dispositif. Merci Christian Pellet pour ces analyses. Notre deuxième sujet concerne le monde syndical après le conflit des retraites en 2023. Karel Lyon, vous êtes sociologue, chercheur, spécialiste du monde syndical. En 2023, effectivement, nous avons connu un épisode de fièvre sociale assez forte, avec des manifestations intersyndicales très nourries.
Et pourtant, elles n'ont pas réussi à faire échec à la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Est-ce que vous diriez, comme Emmanuel Macron, ce n'est pas un échec, je dirais que ça n'a pas marché? Non, c'est certain que pour les organisations syndicales, c'est un échec revendicatif, puisqu'elles s'étaient mobilisées contre le report de l'âge de départ en retraite et elles ont perdu sur ce point. Mais pour autant, elles ont, gagné un succès d'estime. C'est une victoire qu'on pourrait qualifier de symbolique, voire même de politique d'une certaine manière, parce que les organisations syndicales ont fait la démonstration de leur capacité de mobilisation, une capacité de mobilisation inégalée, quand on compare le nombre de manifestants qui descendent dans la rue à l'appel des organisations syndicales par rapport à tout autre mouvement social. On retrouve toujours cette centralité en fait du mouvement syndical. Et puis une reconnaissance du syndicalisme qui a été capable de polariser le débat politique pendant un semestre entier autour des questions sociales. Et on voit bien aujourd'hui, en plein débat sur l'immigration, à quel point justement ça change la donne du débat public quand les syndicats sont sur le devant de la scène. Et puis une victoire symbolique aussi parce que ça s'est manifesté notamment avec un petit regain d'adhésion pour les syndicats, alors qui est pas énorme, mais qui est quand même pas rien dans un contexte qui était plutôt un contexte de dégradation de la démocratie sociale sur plein d'aspects. On le disait, un mouvement intersyndical réussi, des mobilisations massives, en même temps un échec au bout du compte avec l'application de la réforme. Est-ce que ça pose la question de l'efficacité des différentes stratégies syndicales face à l'exécutif ? Indéniablement, puisque ce que ce mouvement a pu illustrer aussi, c'est un peu les limites des deux grandes stratégies qui distinguaient la CGT et la CFDT, que ce soit aussi bien l'idée de miser sur le dialogue social ou sur la construction du tous ensemble, comme on peut le dire à la CGT. Les deux méthodes, la première, c'est évidente puisqu'elle a abouti à l'intersyndicale et à 6 mois de mobilisation, mais y compris la méthode du tous ensemble, elle a pas fait ses preuves au regard de la faiblesse du mouvement de grève à se développer. Donc, indéniablement, je pense que ça pose à nouveau frais la question du débat stratégique dans le monde syndical. Ça pose cette question. Ça éclaire aussi justement l'importance du maintien d'un cadre syndical unitaire pour parler d'une seule voix face au pouvoir public et face au patronat. Et puis, ça pose aussi, je pense, une question qui va devenir de plus en plus brûlante à mesure que des échéances électorales vont revenir. Ça pose la question des médiations politiques, ça pose la question des relations avec les partis, ça pose la question du rôle que le syndicalisme peut jouer dans la mobilisation contre l'extrême droite. Voilà, c'est toutes ces questions un peu du rapport aux politiques qui reviennent, je pense, aussi au premier plan. C'est une embellie, mais elle va pas se traduire tout de suite, j'imagine, dans l'actuel cycle de mesure de l'audience, avec des nouvelles implantations dans les entreprises. C'est peut-être un peu trop tôt encore, non ? J'ai pas encore de données précises là-dessus, mais il y a des échos de la part des syndicats. Il s'agit pas simplement d'adhésion individuelle, mais aussi de constitution de nouvelles sections, de nouvelles bases syndicales. Mais c'est vrai que comme on est dans un contexte où, de manière générale, la participation aux élections professionnelles chutait terriblement, aussi bien dans le public que dans le privé, il y a peu de chances que ça réussisse à impulser malgré tout une contre-tendance. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a du sang neuf qui arrive dans les organisations syndicales, avec peut-être justement une logique d'engagement qui s'est forgée dans le feu de cette mobilisation contre la réforme des retraites, qui lui donne peut-être un contenu plus revendicatif, plus militant, plus politique. Et c'est je pense, un enjeu central pour les organisations syndicales que de réussir à accueillir cette nouvelle génération. On arrive à la fin de l'année là sur un gros pic d'élections professionnelles dans les entreprises. Est-ce que c'est pas un peu la limite de l'intersyndicale avec des élections qui forcément ravivent un petit peu la compétition entre les organisations pour avoir des sièges et des résultats au premier tour des élections ? Oui, clairement. D'ailleurs, l'intersyndicale a pour le moment un peu été mise en sommeil en raison de ces élections professionnelles. Et c'était d'ailleurs des contradictions qu'on ressentait déjà pendant le mouvement des retraites, puisque vous pouviez avoir des relations très très cordiales entre dirigeants syndicaux au plan national comme au plan local, en fait, au niveau des unions départementales, par exemple, et puis des organisations qui restaient à couteau tiré dans les entreprises. On a un système de relations professionnelles tel qu'il a été réformé avec les nouvelles règles de représentativité qui entretient la concurrence entre les organisations syndicales. Mais pour autant, et ça aussi c'est un résultat, un acquis, diront les syndicalistes du mouvement des retraites, c'est la mise en place d'une intersyndicale qui a réussi à peser pendant ce mouvement et qui a vocation à se maintenir. Ça reste une perspective qui a été fixée, qui a été portée de manière très volontariste par la CGT, mais la CFDT lui a emboîté le pas là-dessus. Et les organisations ont prévu de continuer à se voir, d'essayer d'avancer ensemble sur des grands dossiers sociaux, de préparer ensemble le 8 mars prochain. Donc voilà, il y a quand même ce vent d'unité qui continue un peu de souffler.
À votre avis, il y aura des conséquences de cette forme de renouveau de l'unité syndicale en 2024, parce qu'il y a des gros dossiers qui attendent. On sent que le gouvernement prépare peut-être une nouvelle loi travail. Il y a des dispositions à négocier au niveau interprofessionnel sur l'emploi des seniors. Enfin, il y a beaucoup de choses encore qui attendent les organisations syndicales et patronales. Sur ce terrain, c'est difficile à dire parce qu'il faudrait regarder dossier par dossier, hein, puisqu'on a quand même sur un certain nombre de grands enjeux du dialogue social et du paritarisme des positionnements qui restent encore très très distincts entre les confédérations et en particulier entre les deux principales. Mais je pense qu'il y a malgré tout le souci qui a été réaffirmé au moment en fait de la succession, parce que on est aussi dans une séquence où les deux secrétaires généraux qui étaient Laurent Berger et Philippe Martinez sont partis et ont laissé leur siège à deux femmes, Maryse Léon et Sophie Binet. Il y a ce souci malgré tout de peser ensemble et donc de veiller ensemble à élaborer un minimum de positionnement commun. Deux femmes plutôt jeunes qui remplacent deux figures masculines à la tête des deux premiers syndicats français. Ça peut avoir des conséquences pour vous ? Ça se mesure, hein. J'avais assisté à une discussion au sein de la CGT où, par exemple, à chaque grande journée d'action, la CGT connaissait des pics d'adhésion directe. Bon, et pendant tout le premier semestre 2023, le moment où il y a le plus eu d'adhésion directe par Internet, c'est le jour où a été annoncée l'élection de Sophie Binet au secrétariat général de la CGT. Dans un contexte qui pourtant était le contexte du Congrès, qui était un contexte de crise. Bon, voilà, donc ça nous donne une idée de ce que ça peut signifier. Effectivement, il y a un décalage qui est notable et qui a pu se mesurer aussi dans les difficultés des organisations syndicales à construire un mouvement de grève sur la durée, par exemple. Il y a un décalage entre l'état du syndicalisme et puis la réalité du monde du travail. Donc le fait d'avoir des dirigeantes syndicales plutôt jeunes à l'image d'un salariat qui est évidemment considérablement féminisé, ça peut être aussi un point d'appui pour aller vers ce renouveau syndical. Merci à Karel Lyon pour ses analyses donc sur la situation syndicale en France. Mais 2023, c'est aussi l'année de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, avec les questions qu'elle suscite notamment sur l'avenir du travail, des emplois et des métiers. Par exemple, selon une étude de Pôle emploi publiée cet été, 45% des établissements d'au moins 200 salariés utiliseraient l'intelligence artificielle. Et parmi ces utilisateurs, 54% emploieraient l'intelligence artificielle pour les ressources humaines. Alors, avec nous pour en parler, Ève Saint-Germe de l'Université Côte d'Azur. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de gestion et vous menez des travaux sur la gestion des ressources humaines. Alors, pour vous, est-ce que 2023 est vraiment l'année d'une montée en puissance, j'allais dire, irrémédiable de l'intelligence artificielle dans les entreprises ? C'est vrai que l'année 2023, c'est une année un petit peu particulière. Le développement de l'intelligence artificielle a commencé déjà depuis les années 50, donc on est dans un mouvement, un phénomène de longue durée. Néanmoins, on a l'apparition depuis un an, donc fin 2022, pour être plus précis, des IA génératives dans l'espace, de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ça peut constituer vraiment une étape dans la diffusion d'un certain nombre d'outils, notamment, effectivement, on a déjà bien vu à quel point ça pouvait impacter au niveau national ou au niveau international, et les emplois et les pratiques de travail. On a l'exemple de l'entreprise inclusive qui a licencié la moitié de son personnel, qui avait fait effectivement un petit peu la une au niveau national, et au niveau international, tout le monde a vu la grève des scénaristes de chez Netflix ou des grandes plateformes, ou la grève des acteurs. Pour faire peut-être le lien aussi avec les accords, la sortie de grève a été grâce à un accord qui protège contre un remplacement à court terme. On n'est pas on est sur quelques années, mais il y a cet enjeu, et c'est vrai que c'est un des premiers conflits sociaux où la question de l'IA et du remplacement, de l'automatisation d'un certain nombre de tâches et derrière de la disparition des emplois amène effectivement à un conflit social et un accord. Est-ce qu'on sait déjà quel pourrait être l'effet sur les métiers, les emplois, le travail de cet essor de l'intelligence artificielle ? Alors, c'est une question qui taraude à la fois les grands organismes internationaux, l'Union européenne, le Bureau international du travail, les grands cabinets de conseil. Si on regarde les études, il y a une étude qui est beaucoup citée, qui est l'étude de l'OCDE de 2019, qui effectivement mettait en avant dans les hypothèses les plus hautes des possibilités donc de remplacement d'une proportion assez importante des emplois, jusqu'à 15% de la main-d'œuvre mondiale.
sociale et 50% des emplois qui seraient amenés à être fortement transformés. Alors il faut aussi s'interroger sur comment est-ce qu'on détermine ces emplois. De manière assez rapide, c'est la proportion de tâches qui seraient remplaçables, automatisées par l'IA. Donc les emplois qui disparaissent, c'est plus de 70% des tâches, et les emplois qui sont transformés, c'est entre 50 et 70% des tâches. On a, à partir de 2019, évidemment, de nouvelles études, notamment au niveau national, les travaux de Ian Ferguson et du Labour IA, qui permettent d'avoir aussi des premières enquêtes auprès de décideurs sur la diffusion de l'IA dans les entreprises françaises. Tout le monde met en avant l'impact massif. On a plutôt aujourd'hui, sur les dernières études, on va dire un impact un peu moins important, plutôt des proportions un peu plus faibles par rapport aux études de 2019. Et dernière chose, une exposition de la France qui est considérée un petit peu supérieure. Si je comprends bien, des métiers moins qualifiés en France, donc éventuellement substituables pour partie, c'est ça? Alors, c'est pas forcément le niveau de qualification, parce que justement, l'IA, ce qu'il y a de révolutionnaire ou de nouveau, c'est qu'on est aussi sur des possibilités d'automatisation de métiers hautement qualifiés. Il y a une étude qui est assez intéressante, qui a été publiée par le Bureau international du travail notamment, et qui utilise ChatGPT pour également travailler sur justement les structurations, les classifications des tâches et des emplois. Donc, c'est une étude qui est assez intéressante aussi parce que justement elle intègre aussi l'IA. Cette étude met en évidence donc au niveau mondial à la fois les possibilités d'automatisation et puis le versant plus positif, les possibilités d'augmentation liées à l'intelligence artificielle. Avec ces prospectives, on va aussi comparer l'impact sur les hommes, les femmes, l'impact sur les niveaux de revenus. Ce qui ressort de cette étude de manière assez globale, c'est que, comme je vous le disais, il y a une vision plus optimiste qui se développe, donc plutôt un potentiel d'augmentation plus fort qu'un potentiel d'automatisation. Et à l'intérieur de l'automatisation, quand on regarde les catégories, la catégorie la plus touchée, c'est les femmes à haut revenu. Donc on est plutôt sur effectivement pas nécessairement uniquement des basses qualifications. Pour aller dans votre sens, on a vu récemment un journal télévisé généré par l'intelligence artificielle. Donc effectivement, ça peut concerner des tâches qu'on pensait relativement protégées. Mais en matière de ressources humaines, à quoi peut servir ou à quoi sert déjà peut-être l'intelligence artificielle? C'est vrai que sur l'IA, on a beaucoup de choses sur la prospective et on a tendance à pas regarder à quel point l'IA est déjà là dans les process RH ou dans le travail. Au niveau des process RH, il y a une étude intéressante chez Deloitte notamment qui fait un état de l'art comme tous les cabinets de conseil. C'est aussi un nouveau marché très intéressant. Et donc eux, ils ont regardé avec 2500 répondants quels étaient les process où l'IA était déjà aujourd'hui en usage quotidien, en day-to-day, dans le côté opérationnel. Les 3 process RH qui ressortent, sans surprise, le recrutement, bien entendu, avec là aussi dans le recrutement différentes phases du recrutement qui peuvent être affectées, à la fois la recherche des candidats et la sélection des candidats dans les premières phases, mais aussi des logiques d'entretien nouvelles avec des chatbots. Vous avez beaucoup, pour simplifier un petit peu, d'applications qui vont être sur le matching, sur l'appariement, sur la rencontre entre les candidats, avec des logiques notamment propices à la diversité, à l'ouverture des profils. Et puis, vous avez aussi des nouvelles modalités de sélection. Par exemple, un chatbot qui pourrait conduire une interview avec un potentiel candidat. Le recrutement, on a vraiment beaucoup d'éléments qui sont affectés. Et dans tous les secteurs, parce que cette étude, elle va distinguer le secteur public, de la santé, de l'IT, des consommateurs. Tous les secteurs, c'est au moins 40% du processus de recrutement qui est déjà avec de l'IA aujourd'hui. Deuxième process, c'est les questions de gestion du temps de travail, de planification, ce qu'ils appellent Workforce Scheduling Optimization. Donc on sent quand même qu'il y a une logique d'optimisation par l'outil, avec des enjeux derrière aussi, de nouvelles manières de gérer le temps de travail qui seraient plus automatisées et moins négociées. Et là aussi, il y a des enjeux qui peuvent être importants. On est sur des proportions un peu moins élevées, plutôt de 30-35% dans les secteurs, mais c'est effectivement un process aussi qui est déjà aujourd'hui fortement affecté par l'IA. Le dernier domaine, c'est les questions de sécurité, de management de la qualité. Et ça converge aussi avec l'étude du Labour IA de Ian Ferguson
Ferguson, où on voit que dans les projets déjà fortement impactés, la question de la détection des anomalies, des problèmes de qualité, mais aussi de sécurité sont des points importants. Dernière chose aussi, ce process-là est notamment développé par l'industrie 4.0, qui est un des secteurs où là, véritablement, on a déjà des choses très, très, très importantes. Alors, bon, on peut pas tout évoquer, mais peut-être pour finir, est-ce que tout ça doit inquiéter les salariés et leurs représentants? Quels conseils vous leur donneriez, vous, en tant que spécialiste un peu de ces questions? Il y a clairement des enjeux autour de l'organisation du travail et de la santé. Et donc là, je pense vraiment qu'il y a une place déterminante des partenaires sociaux pour arriver à la fois à accompagner ce changement rapide tout en maintenant une certaine qualité de vie au travail. Priorité, peut-être une formation à l'IA, une acculturation à l'IA. D'abord, peut-être les représentants du personnel qui vont pouvoir aussi faire le relais vers d'autres salariés. C'est une des priorités. Les universités sont en train de se mettre aussi en marche pour essayer de proposer justement un certain nombre de choses. L'Université Côte d'Azur fait partie de l'EFELIA, l'école française de l'IA, où on commence déjà à former en interne. Moi, j'ai participé à certaines formations. Et puis, on diffuse vers les étudiants, on diffuse vers la société civile. Et je pense que les partenaires sociaux peuvent avoir ce rôle-là aussi, de vraiment développer une culture pour mieux comprendre les enjeux, mieux être armés finalement face à ces pratiques qui se diffusent, face à ces outils qui sont déjà là, et notamment justement pour le recrutement, l'organisation du travail, l'organisation du temps de travail. On est vraiment sur des thématiques qui sont au cœur, je pense, des missions des partenaires sociaux. Ajoutons bien sûr que l'utilisation par les syndicats pour la négociation collective de l'intelligence artificielle serait également un sujet à étudier. Nous y reviendrons certainement dans un prochain épisode de ce podcast. Un grand merci pour leur participation à F. Saint-Germe, à Carélion et à Christian Pelé. Voilà, c'est la fin de ce petit retour sur 2023. Merci de nous être fidèles. Au nom de la rédaction sociale, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Micro Social, le podcast de Lefebvre Dalloz sur le travail et le droit du travail.